Quel est le prix de la liberté s'il faut la payer de la vie d'autrui? Babylone connaît la réponse, et elle paie, encore et encore. Tant qu'il y aura de l'or dans les temples et des lames avides dans les contrées voisines. 691 avant Jésus-Christ. Entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, bat le cœur de la plus ancienne cité du monde. Babylone est l'aînée de Rome de 1000 ans. Ses prêtres savent lire les étoiles et prédire les éclipses. Ses marchands contrôlent les routes commerciales, du golfe Persique jusqu'aux sources de l'Euphrate. Ses dieux, Marduk, Nabu, Ishtar, sont tenus pour les plus puissants de la terre habitée. Et c'est cette cité, foyer d'une civilisation millénaire, qui appartient à l'Assyrie depuis plusieurs décennies. Non comme un partenaire, mais comme un trophée. Babylone n'en est pas à sa première révolte, mais cette fois, c'est différent. Pour la première fois, l'enjeu est capital. Le roi Moussezib Marduk a ouvertement levé l'étendard de la rébellion. Il ne s'agit plus de la résistance feutrée des prêtres, ni du sabotage économique des marchands. C'est une rupture franche avec Ninive. Depuis le palais septentrional de Sennachérib, où chaque province et chaque chef rebelle est scrupuleusement répertorié, les messagers partent déjà avec un seul mot d'ordre: châtier. Sennachérib. Son nom, Sin a multiplié les frères, résonne comme une prière. Il règne sur l'empire néo-assyrien depuis 23 ans. Au cours de son règne, il a déjà rasé Babylone une fois, après une précédente révolte. Il avait alors noyé les rues, comblé les canaux, ordonné la destruction de la statue de Marduk et son transfert à Ninive comme butin. Pour les Babyloniens, ce ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un blasphème. Public, délibéré, calculé. Les annales de Sennachérib consignent ces paroles sur cette répression. Je l'ai transformé en un monceau de ruines. Ce n'était pas une métaphore, mais une instruction littérale, exécutée avec une précision d'ingénieur. Et voilà que cela recommence. Moussezib Marduk est sur le trône. La rébellion est proclamée. Les prêtres babyloniens lisent les présages et y trouvent une justification divine. Mais derrière cette assurance théologique se cache un calcul politique brut. Sans une armée extérieure, la cité ne survivra pas. Ninive est à 700 km au nord, mais ses espions sont déjà ici, parmi les marchands, parmi les scribes, parmi ceux qui franchissent chaque jour les portes de l'Ésagile, le temple suprême de Babylone. L'élite de Babylone le comprend. La décision est prise avec une rapidité cynique. De l'or, beaucoup d'or. Il faut le prendre là où il se trouve, dans les temples, racler les sanctuaires et acheter une armée. Le choix de l'allié est tout aussi pragmatique. L'Élam, un État situé à l'est, par-delà les monts Zagros, l'ennemi ancestral de Babylone. Des siècles de guerre, de cités ravagées, de captifs emmenés en esclavage. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le sauveur potentiel. Le roi élamite Umban-Nimena, installé dans sa capitale Madaktu, écoute les ambassadeurs babyloniens. Ils n'apportent pas seulement des suppliques, ils apportent du métal, des lingots pesants et des vases sacrés refondus, les trésors du temple du dieu Marduk. C'est en détail que les prêtres babyloniens tenteront plus tard d'effacer des chroniques. Ils ont vendu les biens sacrés du dieu tutélaire de la cité à un roi étranger, pour la guerre, pour la survie, pour que des soldats étrangers s'interposent entre eux et Sennachérib. Tandis que les ambassadeurs descendent le Tigre vers la frontière élamite, une autre tâche s'accomplit à Babylone. Moussezib Marduk
dépêche des messagers aux chefs tribaux chaldéens du sud, aux cheikh araméens des steppes occidentales, aux clans montagnards qui ont des comptes à régler avec la Syrie. À chacun une promesse, du butin, des terres et l'affranchissement des impôts assyriens que les collecteurs extorquent avec la précision et la cruauté d'une machine bien huilée. Les réponses affluent. Certains rallient la cause avec empressement. D'autres sont convaincus non par la diplomatie, mais par la peur. Si Babylone tombe à nouveau, la Syrie viendra frapper à leur porte. Au même moment, à Ninive, sur les rives de la rivière Kosser, dans son palais paré de dalles calcaires célébrant ses victoires, Sennachérib reçoit les rapports. Ses services de renseignement sont d'une efficacité redoutable. Les déplacements des ambassadeurs, les cargaisons d'or, les noms des chefs tribaux ralliés ou hésitants, tout est consigné sur des tablettes d'argile, soigneusement disposées devant le roi. Sennachérib ne se précipite pas. Il a déjà vécu cela. Il connaît l'anatomie de la sédition babylonienne mieux que les Babyloniens eux-mêmes. Il sait qu'une coalition de tribus disparates n'est forte qu'à ses débuts, tant que la peur de l'ennemi commun l'emporte sur les haines intestines. Il sait que l'or des Élamites n'achètera pas leur loyauté, seulement leur présence. Et il sait qu'il a le temps, car l'armée de la coalition ne fait que se rassembler, convergeant lentement vers la plaine du Tigre, comme l'eau s'engouffre dans une brèche. Son armée à lui est déjà prête. Le fer est aiguisé. Elle n'attend plus que l'ordre. Deux forces marchent l'une vers l'autre. L'une est née du désespoir et de serments achetés. L'autre est le fruit d'une froide volonté impériale qui ne connaît pas la pitié. Entre elles, une vaste plaine poussiéreuse et une rivière qui bientôt rougira. Le nom de ce lieu est Alul. C'est là que se décidera le véritable prix de la liberté babylonienne. Alul. Ce nom n'est pour l'instant connu que des éclaireurs et des cartographes. Mais bientôt, il sera murmuré dans toute la Mésopotamie. Tant que la plaine demeure vide, les tractations se poursuivent à Babylone. Non pas les négociations officielles que les scribes scellent avec apparat, mais les véritables discussions, celles qui se tiennent dans l'ombre des salles latérales, à huis clos, devant des témoins que l'on ne retrouvera jamais. Moussezib Marduk est un fin négociateur. Il n'est pas arrivé au pouvoir par droit de naissance, mais par les jeux politiques des tribus chaldéennes du Sud. Il connaît la valeur de chaque parole et de chaque talent d'argent. Mais aujourd'hui, il négocie en position de faiblesse. Et chacun autour de la table en est conscient. Le roi élamite Umban-Nimena écoute les ambassadeurs babyloniens. Il n'est plus jeune. Son royaume a connu des heures de gloire et de déclin. L'élam et Babylone se sont affrontés tant de fois que l'on en a perdu le compte. Mais aujourd'hui, l'ennemi est commun. Le joug assyrien pèse sur tous avec la même brutalité. Umban-Nimena le comprend aussi bien que Moussezib Marduk. La seule question reste le prix. Les ambassadeurs étalent leurs inventaires sur la table. Des vases d'or du temple de les Agiles, des coupes ayant servi aux libations des prêtres de Marduk pendant des siècles, des statuettes incrustées de lapis-lazuli, des trésors accumulés sur des générations, sacrifiés pour une seule transaction. Les prêtres babyloniens, voyant ces reliques s'en aller, gardaient le silence. Il ne fallait pas protester. La rébellion exige une armée. L'armée exige de l'or. Et l'or ne se trouve que dans les temples. Umban-Nimena marque une pause, juste assez longue pour signifier qu'il n'est pas pressé. Puis, il accepte. L'armée élamite fera mouvement vers l'ouest. Mais à ces conditions. Le commandement des forces élamites
reste aux mains de son général, Kumban Undash. L'armée babylonienne combattra aux côtés des Élamites, mais ne les commandera pas. Ce n'est pas une alliance d'égaux, c'est un contrat entre un employeur et un employé, où l'employeur feint désespérément de détenir encore les leviers du pouvoir. Tandis que les messagers élamites galopent vers Madaktou avec la nouvelle du traité, Moussezib Marduk attend d'autres réponses. Des steppes occidentales arrivent les chefs araméens qui font paître leurs troupeaux là où se dressaient, un millénaire plus tôt, les avant-postes assyriens. Les Araméens arrivent. Pas tous, mais en nombre suffisant. Ils apportent une cavalerie légère et une infanterie rompue au combat en terrain découvert. Leur motivation est simple. Les collecteurs d'impôts assyriens ont dévasté leur pâturage. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais une rage accumulée. Les tribus chaldéennes du Sud se rassemblent plus volontiers. Géographiquement et politiquement, elles sont plus proches de Babylone. Leurs chefs sont liés à l'élite babylonienne par le commerce et les alliances matrimoniales depuis longtemps. Certains sont même apparentés à Moussezib Marduk lui-même. L'armée de la coalition grandit. Sur le papier, c'est une force impressionnante. L'infanterie lourde élamite, les archers chaldéens, la cavalerie araméenne et la milice urbaine de Babylone qui, bien que novice au combat, est prête à mourir pour ses quartiers. Des langues différentes, des dieux différents, des commandants différents, chacun considérant son propre contingent comme le cœur de l'armée. C'est là que réside le problème que personne n'ose nommer. Cette coalition n'est pas une armée, c'est une foule en armes, maintenue par la peur commune et des promesses mutuelles que personne n'a l'intention de tenir une fois la victoire acquise. Les chefs tribaux songent déjà au butin. Les officiers élamites considèrent leurs alliés babyloniens avec un mépris de professionnels. Les cheikh araméens se disputent les meilleures positions, non pour des raisons tactiques, mais par souci de prestige. À Ninive, on ne l'ignore pas. Les espions de Sennachérib infiltrent les quartiers marchands de Babylone, les ports de l'Euphrate, et se mêlent aux porteurs et muletiers de l'armée coalisée. L'information circule sans relâche. Les noms, les itinéraires, les querelles entre commandants, la date prévue du mouvement. Sennachérib étudie ses rapports et prend ses dispositions. Ses scribes consignent chaque détail avec une rigueur bureaucratique que les archéologues redécouvriront dans les ruines de Ninive 25 siècles plus tard. L'un de ces rapports concerne l'or de l'Ésagile. Ce n'est pas seulement un renseignement, c'est une arme politique. Babylone a vendu les vases sacrés de Marduk à des étrangers. Le moment venu, Sennachérib utilisera ce fait comme preuve de l'impiété des rebelles, justifiant ainsi ses décisions les plus radicales. Mais cela viendra plus tard. Pour l'heure, l'armée de la coalition s'ébranle lentement, au prix de grincements, de querelles et de retards, vers le nord. Là où la plaine du Tigre s'ouvre, vaste et dégagée. Là où, selon les calculs des conseillers militaires babyloniens, il sera possible d'affronter les Assyriens dans des conditions favorables et de les écraser par le nombre. Le calcul semble rationnel. Ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux, et ils sont sur leur propre terre. Mais à Ninive, on achève de tremper le fer. On charge les chars. On lève les étendards à l'effigie du dieu Assur. L'armée qui n'a jamais perdu de bataille rangée se déploie vers le sud, sans hâte, avec une logistique sans faille, avec des points d'eau reconnus à l'avance sur l'itinéraire. L'or des temples a acheté une armée à la coalition. Mais il n'a acheté ni la discipline, ni l'unité, ni le temps. Car le temps travaille déjà pour Sennachérib. Tandis que les mercenaires se partagent le futur butin
autour des feux de camp babyloniens, des colonnes du génie, équipées de pontons et de machines de siège, quittent déjà Ninive, ouvrant la voie là où bientôt il ne restera plus rien de vivant. Les colonnes du génie marchent en tête, toujours. C'est la règle d'or de l'empire néo-assyrien, perfectionnée par 2 siècles de conquête. Avant que l'armée ne s'ébranle, la route doit pouvoir la supporter. Avant que le char ne passe, le pont doit être solide. Avant que l'archer ne prenne position, celle-ci doit être choisie, balisée et sécurisée. En 691 avant Jésus-Christ, Ninive n'est pas seulement une capitale. C'est le quartier général de la machine de guerre la plus sophistiquée que le Proche-Orient ancien ait jamais connue. Le palais de Sennachérib, que le roi lui-même nommait le palais sans égal, s'étend sur plusieurs hectares. Ses archives économiques regorgent de listes de stocks, grains, métaux, cuir, bois. L'approvisionnement de l'armée est planifié au jour près. Chaque détachement sait où il trouvera de l'eau. Chaque conducteur de convoi connaît son itinéraire. Ce n'est pas le génie d'un seul homme, mais un système forgé sur des générations. Les ingénieurs assyriens résolvent des problèmes que les États voisins jugent insurmontables. La chaîne du Zagros, à l'est, n'est pas un obstacle, mais un chantier. Des éclaireurs la traversent en amont pour marquer les passages carrossables. Là où la roche est trop abrupte, elle est brisée à coups de pic et d'outils de bronze. Là où le défilé est trop étroit, il est élargi. C'est un travail ingrat, harassant, qui dure les semaines. Mais quand l'armée s'élance, elle suit une voie préparée, sans jamais rompre le rythme. Les fleuves constituent un défi à part. Dans la zone des opérations, le Tigre est large et capricieux. Il existe des gués, mais leur profondeur et leur emplacement varient selon la saison. La solution standard de l'armée assyrienne est le pont de bateau. Des outres en cuir gonflées d'air sur lesquelles sont fixés des tabliers de bois. Cela permet le passage de l'infanterie lourde, des chars et des convois. Les unités du génie déploient un tel pont en quelques heures et le démontent tout aussi vite s'il faut battre en retraite ou couper la route à l'ennemi. Les éclaireurs de la coalition observent ces colonnes à distance de sécurité. Ce qu'ils voient est immédiatement rapporté à Moussezib Marduk et aux commandants élamites. Les rapports sont alarmants. Du fer, partout. L'empire néo-assyrien est passé à la production de masse d'armes en fer bien avant la plupart de ses voisins. Le bronze n'a pas disparu, on le retrouve dans les pointes de flèches, les ornements ou les objets rituels. Mais les épées, les fers de lance, les pointes des archers lourds et les plaques de protection des chars sont en fer. C'est un métal plus lourd, qui encaisse les chocs différemment. Là où une lame de bronze se tord, une lame de fer tranche. Pour une milice tribale équipée de briques et de brocs, c'est la différence entre la vie et la mort. Mais il n'y a pas que l'armement. L'armée assyrienne traîne avec elle des machines de siège, des béliers montés sur châssis, protégés par des boucliers de bois. Bien qu'ils soient destinés aux villes, leur présence dans la colonne de marche envoie un signal sans équivoque aux coalisés. Sennachérib ne vient pas seulement pour livrer bataille. Il vient pour l'anéantissement total. Les cités ayant soutenu la révolte seront assiégées, leurs murs abattus. Les machines sont déjà en route. Dans le camp de la coalition, ces rapports sont lus à huis clos. La réaction des chefs est partagée. Certains exigent de marcher immédiatement pour intercepter les Assyriens avant qu'ils n'atteignent la plaine. Frapper en mouvement, dans les cols de montagne, là où l'infanterie lourde perd son avantage. D'autres préconisent une position défensive près de l'eau.
garder le fleuve dans le dos pour empêcher toute manœuvre d'enveloppement et imposer un combat frontal. Kumban Undash, le général élamite, écoute les deux camps. C'est un professionnel. Il sait qu'une interception en montagne exige une rapidité et une unité de commandement dont la coalition est dépourvue. Une armée hétéroclite, parlant plusieurs langues, ne peut mener une embuscade coordonnée en terrain accidenté. C'est un plan pour une armée disciplinée, pas pour celle-ci. La position près de Halul est un compromis. Le fleuve couvre un flanc. La supériorité numérique doit compenser le déficit d'entraînement. Si l'on parvient à épuiser les Assyriens dans un choc frontal prolongé, le fer ne leur sera d'aucun secours. Les hommes s'épuisent de la même façon. Ce raisonnement semble solide. Il s'appuie sur des faits. La coalition dispose effectivement de plus d'hommes, et la proximité du fleuve limite les manœuvres adverses. Mais il repose sur un postulat que personne n'ose formuler, que Sennachérib acceptera ces conditions, qu'il viendra là où on l'attend, qu'il déploiera son armée selon la logique de la coalition. À Ninive, on connaît ses calculs. Le réseau de renseignement de Sennachérib ne dort jamais. La position de Halul est identifiée. Les effectifs de la coalition sont connus à quelques milliers d'hommes près. La disposition des contingents élamites et chaldéens est cartographiée. Sennachérib étudie les dépêches. Ces annales rapporteront plus tard que le roi pria Assur et reçut un présage de victoire. Mais derrière la rhétorique religieuse se cache une décision militaire concrète. Pas d'assaut frontal sur une position fortifiée. Pas d'attente passive que la coalition s'effondre sous ses propres contradictions. Une marche forcée, rapide, par un itinéraire que l'ennemi n'a pas prévu. Déboucher dans la plaine avant que la coalition n'ait le temps de se réorganiser. L'armée de Sennachérib s'ébranle. Les colonnes progressent de nuit. Les ingénieurs ont déjà jeté les pontons. Les routes sont reconnues. Les dépôts de vivres et d'eau sont prépositionnés le long du trajet. Dans la plaine de Halul, la coalition occupe toujours ses positions. Les chefs débattent encore de l'attribution de l'aile droite. Les mercenaires négocient encore leur solde. Et les colonnes assyriennes avancent déjà dans l'obscurité, là où on ne les attend pas, vers un point qui transformera l'avantage positionnel de la coalition en un piège mortel. Le point choisi dans la plaine ne l'est pas au hasard. Halul n'est ni une ville, ni une forteresse. C'est un lieu où le Tigre dessine une courbe douce et où la rive devient assez ferme pour supporter des milliers d'hommes et de chars. À gauche, l'eau. À droite, la steppe libre, s'étendant à l'infini. Aucun abri naturel, aucune colline pour dissimuler une embuscade. Rien que la poussière, la pierre et l'air brûlant de la Mésopotamie en août. C'est ici que la coalition a décidé de faire front. L'armée arrive par vagues successives sur plusieurs jours. D'abord les contingents chaldéens du sud, les plus proches, puis la cavalerie araméenne de l'ouest, enfin l'infanterie élamite. Lourde, bien équipée, rompue aux guerres de montagne, mais peu habituée à la fournaise des plaines. La milice babylonienne ferme la marche, mêlée aux bagages et aux prêtres qui transportent des statuettes divines pour soutenir le moral. En quelques jours, le camp devient gigantesque, bruyant, imprégné d'odeurs de fumée, de fumier et de peur. Sur le papier, c'est une force redoutable. Des dizaines de milliers de combattants, des chars, des archers, des frondeurs, des hommes qui ont tous un compte personnel à régler avec la Syrie. Un marchand babylonien ruiné par les taxes,
un berger araméen dont le troupeau a été razzié, un officier élamite hanté par le souvenir de ces villages incendiés lors de la dernière campagne. La motivation est là, le nombre est là, la position près du fleuve est là. Mais dès le 3e jour, les failles invisibles deviennent flagrantes. L'intendance ne suit pas. Le train de bagages a été dimensionné pour une armée plus modeste. L'eau du fleuve abonde, mais l'accès aux berges se fait par des sentiers étroits qui saturent sous le flux des hommes et des bêtes. Des bousculades éclatent au point d'eau. Les chevaux attendent des heures. Le grain est distribué de manière inégale. Les Élamites sont servis en priorité, les Chaldéens moins, les Araméens presque pas. Ce n'est pas de la malveillance, c'est l'absence d'un service logistique unifié. L'armée assyrienne possède un tel service. La coalition, non. Les chefs se réunissent en conseil chaque matin. Chaque matin, le conseil accouche d'un compromis qui ne satisfait personne. Kumba-Nundash exige un commandement unique. Les chefs chaldéens rétorquent que leurs hommes n'obéiront jamais à un officier élamite. Moussezib-Marduk tente de jouer les médiateurs, mais son autorité repose sur l'or déjà versé et non sur une expérience militaire qu'il n'a pas. Pendant ce temps, les éclaireurs reviennent du nord avec des nouvelles que personne ne veut entendre. L'armée assyrienne progresse vite, trop vite. Elle n'emprunte pas la route principale longeant le Tigre, là où on l'attendait, mais en itinéraire parallèle, plus à l'est. Là où les colonnes du génie ont ouvert la voie une semaine auparavant. Sennachérib ne se rend pas là où on l'appelle. Il va là où cela l'arrange. Cela change tout. La position de Halul a été conçue pour un choc frontal. Le fleuve couvre le flanc gauche, à condition que l'ennemi vienne du nord, le long de la rive. Mais si les colonnes assyriennes débouchent de l'est, légèrement sur la droite de l'axe prévu, le fleuve cesse d'être une protection. Il devient une prison. Le flanc gauche est acculé à l'eau. Le flanc droit est exposé à la steppe, d'où surgiront les Assyriens. Kumba-Nundash est le premier à comprendre. Il exige une réorganisation immédiate de l'ordre de bataille. Faire pivoter le front, étendre le flanc droit. C'est la seule décision valable. La manœuvre commence à l'aube. Elle tourne immédiatement au chaos. Les unités postées sur le flanc gauche ne comprennent pas où elles doivent se rendre. Les estafettes portent des ordres en 3 langues différentes et chaque commandant les interprète à sa guise. L'infanterie chaldéenne s'ébranle, mais bute sur la cavalerie araméenne qui n'a pas encore reçu ses instructions. La cavalerie s'arrête. L'infanterie s'entasse derrière elle. Le convoi bloque l'unique passage vers la rive. 3 heures. 3 heures de confusion pour une manœuvre qui, dans l'armée assyrienne, on aurait pris moins d'une. C'est alors que la poussière apparaît à l'horizon. Une masse de poussière colossale. Celle que soulèvent non pas des centaines, mais des milliers d'hommes marchant au pas cadencé. Celle des chars progressant en colonnes serrées. Celle d'une armée qui ne se presse pas, car elle sait qu'elle est arrivée à l'heure dite. Les régiments assyriens émergent de la brume matinale. Ils sont déjà en ordre de bataille. Les formations ont été prises durant la marche, une spécialité assyrienne. L'infanterie légère en pointe, les archers lourds en soutien, les chars sur les ailes. L'infanterie lourde au centre, lance contre lance, bouclier contre bouclier. Au-dessus des colonnes flottent les étendards du dieu Assur, le disque solaire ailé. Ce n'est pas une simple décoration, c'est une arme psychologique. Chaque soldat assyrien sait que son dieu contemple la bataille et que son dieu
est toujours du côté de la Syrie. Cette certitude fait partie de l'entraînement. Elle fait partie de la discipline. Dans le camp de la coalition, on les voit aussi. Et la réaction est radicalement différente. Les Assyriens ne sont pas là où ils devraient être, pas au moment prévu, pas de la manière attendue. Ils se tiennent dans la plaine, rangés en ligne parfaite, là où hier encore s'étendait une steppe vide. La réorganisation de la coalition est inachevée. L'aile droite est encore en mouvement. Une partie de la cavalerie araméenne est toujours bloquée près du fleuve. Sennachérib observe la scène, posté à quelques stades de distance. Ces annales rapporteront plus tard que le roi invoqua le dieu Assur et reçut un présage. Mais derrière cette formule se cache le calcul militaire d'un homme lucide. L'ennemi n'est pas prêt. Sa réorganisation est inachevée. Son flanc droit est à découvert. Le moment est venu. Les trompettes de l'armée assyrienne sonnent un premier signal. Ce n'est pas encore l'attaque, mais un ordre de mouvement. Une progression lente et mesurée qui, en soi, constitue une pression psychologique. Elle signifie à la coalition « Vous n'avez plus le temps de vous réorganiser. Vous n'avez plus le choix de votre position. La plaine de Kaloul est devenue votre piège, et nous sommes en train de le refermer. » Dans le camp de la coalition, les prêtres de Babylone commencent à réciter des prières, à pleine voix, de plus en plus fort, comme si les dieux ne pouvaient les entendre du premier coup. Mais les oraisons des prêtres se noient bientôt dans un autre son. Un murmure. Il sourd de l'intérieur du camp, de l'obscurité entre les tentes, là où les feux ne brûlent pas et où les sentinelles ne montent pas la garde. On ne l'entend pas encore distinctement, mais il est déjà là. Il est déjà à l'œuvre. Il accomplit son office. Ce n'est pas un hasard, c'est un outil. L'empire néo-assyrien n'a pas inventé l'espionnage, mais il fut le premier à en faire un service d'État doté de financement, d'une hiérarchie et d'une reddition de comptes rigoureuse. Les agents de Sennachérib hantent les quartiers commerçants de Babylone depuis des années. Ils connaissent les noms, ils connaissent les dettes. Ils savent lequel des chefs de tribu craint secrètement une victoire de la Syrie et redoute d'avoir à lui rendre des comptes personnellement. À la veille de la bataille décisive, ces hommes s'activent. La mécanique est simple et cruelle. Une rumeur lancée au bon endroit vaut 1000 flèches. Dans un camp où des dizaines de milliers d'hommes parlent des langues différentes et se méfient les uns des autres, un bruit se propage plus vite qu'un incendie dans l'herbe sèche. La première rumeur concerne les Élamites. On murmure que Umuban-Nimena aurait secrètement dépêché un ambassadeur à Sennachérib avant même le départ de l'armée. On dit que l'or de l'Esagila n'était qu'un prétexte. Les Élam chercheraient à obtenir des privilèges commerciaux dans le royaume babylonien après la guerre et seraient prêts à négocier avec la Syrie dans le dos de ses alliés. Aucune preuve, seulement des mots. Mais dans l'espace clos d'un campement, les mots deviennent rapidement des faits. La deuxième rumeur vise les chefs araméens. On raconte que 2 d'entre eux ont déjà mis leur famille en sécurité, loin de Kaloul, vers l'est, là où fuient ceux qui connaissent d'avance l'issue du combat. La troisième rumeur est la plus insidieuse et la plus dévastatrice. On raconte que les prêtres assyriens ont accompli un rituel à Ninive et que le dieu Marduk lui-même, le Marduk babylonien, pas Assur, a rendu un présage en faveur de Sennachérib. Que les dieux ont déjà choisi le vainqueur. Que la bataille n'est plus qu'une formalité. Cette rumeur frappe au cœur la milice babylonienne. Ces hommes combattent pour leur Dieu.
Si le dieu a changé de camp, pourquoi mourir? Umuban Undash réagit en professionnel. Il ne cherche pas à réfuter les rumeurs, c'est inutile, mais à en identifier les sources. Des purges commencent dans le camp. Ces hommes circulent entre les tentes, interrogent, mémorisent les visages. Qui a parlé le premier? Qui a écouté avec une attention suspecte? Qui s'est éclipsé après la conversation? 2 hommes sont débusqués. 2 petits commerçants qui avaient rejoint l'armée de la coalition comme fournisseurs de vivres. Ils sont arrêtés. L'interrogatoire est bref. Les méthodes élamites en la matière ne s'encombrent pas de délicatesse. L'un d'eux finit par parler assez pour confirmer l'existence d'un réseau d'agents infiltrés. Et ces 2 captifs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Umuban Undash comprend qu'il est impossible de déraciner tout le réseau à quelques heures de la bataille. Il est trop tard. Il ordonne leur exécution publique devant le front des troupes. C'est aussi un outil, un remède contre la panique. Regardez, les traîtres ont été trouvés et punis. Tout est sous contrôle. Mais l'exécution produit un double effet. Si elle calme effectivement une partie des soldats, elle confirme aussi que la trahison était bien réelle, que la menace est intérieure, que parmi les leurs se cachent des ennemis. La paranoïa ne disparaît pas, elle change de forme. Durant la nuit précédant la bataille, on dort mal dans le camp de la coalition. Les gardes sursautent au moindre bruit. Quelques hommes désertent, s'enfonçant dans l'obscurité pour traverser le Tigre à la nage et disparaître. Ils sont peu nombreux, des cas isolés, mais la nouvelle se répand. Et chacun pense la même chose. Ils savent quelque chose que nous ignorons. Umuban Undash ne dort pas. Assis dans sa tente devant une tablette d'argile où est gravé un schéma grossier du terrain, il examine ses options. Sa position est objectivement précaire. Le flanc droit est mal aligné. La cavalerie araméenne n'est pas fiable. Excellente pour la poursuite et les raids, elle se brise facilement lors d'un choc frontal serré. Quant à l'infanterie lourde élamite, sa force principale, elle devra essuyer le premier déluge des archers assyriens, ce qui implique d'emblée de lourds sacrifices. Il envoie un messager à Mouzezib Marduk avec une seule question. La milice babylonienne tiendra-t-elle le centre ou va-t-elle se dérober? La réponse arrive 1 heure plus tard. Elle tiendra. Mais les prêtres exigent d'accomplir un rituel avant l'aube. Umuban Undash prend connaissance du message, repose la tablette et garde le silence. Dans le camp assyrien, le calme règne. Ce n'est pas le silence de la peur, mais celui du travail, celui d'hommes accomplissant leurs tâches habituelles. Les armuriers vérifient les pointes de flèches à la lueur des lampes à huile. Les conducteurs de chars graissent les essieux. Les chefs de dizaines inspectent leurs hommes et leur parlent brièvement, sans emphase, comme d'habitude. Tenez le rang, écoutez la trompette, ne chargez pas sans signal. Sennacherib passe ses troupes en revue à la lueur des torches. Les annales consigneront que le roi a personnellement inspecté les positions et s'est adressé au dieu Assur. C'est un rituel, mais un rituel que chaque soldat voit de ses yeux. Le roi est là. Le roi ne se cache pas. Le roi assistera au combat. C'est aussi une guerre de l'information, menée cette fois sur le front de la cohésion. L'aube approche lentement. Un brouillard s'étire sur le Tigre, léger mais suffisant pour masquer les détails du terrain. La plaine est silencieuse. Quelque part dans l'obscurité, derrière la rivière, un oiseau nocturne pousse un cri. Dans le camp de la coalition, les prêtres babyloniens achèvent leur rituel. Le feu sur l'autel brûle d'une flamme régulière.
Ils annoncent que le présage est favorable. Les soldats écoutent et feignent d'y croire. Mais dans l'ombre des tentes, le murmure ne s'est pas éteint. Il est plus sourd que durant le jour, plus prudent, mais il persiste. Il continuera d'agir pendant encore quelques heures, juste assez longtemps pour que, au moment du premier choc véritable, le flanc droit vacille un peu plus tôt que prévu. Un simple battement de cœur trop tôt, sur la plaine de Kaloul, cela suffira. L'aube se lève, mais n'apporte aucun soulagement. Le brouillard sur le Tigre s'épaissit au lieu de se dissiper. Le soleil surgit derrière les positions assyriennes. Ce n'est pas un hasard. Cela fait partie du choix tactique de l'emplacement. Sennachérib fait face à l'ouest. Ses soldats scrupent le brouillard, tandis que ceux de la coalition regardent vers l'est, les yeux frappés de plein fouet par le soleil levant. Les premières heures après l'aurore sont les plus périlleuses, non pour le corps, mais pour l'esprit. Dans le camp de la coalition, personne n'a vraiment dormi. Le rituel des prêtres s'est achevé 1 heure avant l'aube. Depuis, c'est l'attente. L'attente est pire que la bataille. Dans le combat, il y a le mouvement, le fracas, le sentiment d'agir. Dans l'attente, il n'y a que les pensées. Et dans un camp où l'on a capturé des espions et exécuté des hommes la veille, les pensées ne vont que dans une seule direction. L'eau commence à manquer. Pas totalement, le Tigre est proche, mais les accès à la rive, qui depuis 3 jours ne suffisaient déjà plus au flux des hommes et des bêtes, sont devenus de véritables goulets d'étranglement en ce matin du 4e jour. Les chevaux piétinent, les hommes s'impatientent. En Mésopotamie, la fournaise d'août ne commence pas à midi. Elle s'installe dès les premières lueurs. À peine le soleil s'est-il élevé d'une paume au-dessus de l'horizon, que l'air est déjà sec et brûlant, comme le souffle d'un four. La soif, au sein d'une armée d'une telle ampleur, n'est pas une affaire individuelle. C'est un facteur pactique. Un homme déshydraté réagit plus lentement. Il porte son bouclier avec moins de vigueur. Il s'essouffle plus vite au corps à corps. Un cheval qui n'a pas été abreuvé devient nerveux. Il s'effraie des bruits brusques et obéit mal. Un char tiré par des bêtes instables sur un terrain accidenté est une menace pour ses propres troupes, avant même d'en être une pour l'ennemi. Humuban Undash le sait. Il ordonne de dégager les accès à la rive par la force, de disperser les attroupements et de laisser passer les chevaux de guerre en priorité. L'ordre est exécuté, mais au cours de l'opération, une unité araméenne stationnée près d'une berge en vient aux mains avec les soldats élamites qui la repoussent. Il n'y a pas de morts, seulement quelques blessés. Mais une demi-heure plus tard, tout le camp est au courant de l'échauffourée. Dans un espace clos, les rumeurs mutent instantanément. La version qui atteint les positions les plus éloignées est déjà différente. Les Élamites auraient attaqué les Araméens. Certains disent qu'ils en ont abattu 3. C'est faux, mais personne ne prend la peine de vérifier. Les chefs araméens se réunissent à l'écart. La discussion est brève et furieuse. L'un d'eux, son nom s'est perdu, les annales assyriennes ne conservant que son titre, chef des archers des tribus occidentales, pose la question de front. Si les Élamites se comportent en maîtres et non en alliés, pourquoi les Araméens devraient-ils rester là et mourir pour l'or babylonien, lequel est d'ailleurs déjà dépensé? Il n'y a pas de réponse, car la question est pertinente. Ce matin-là, un silence singulier pèse sur le camp de la coalition. Ce n'est pas un silence apaisé, mais une tension lourde, celle qui précède l'orage, quand le vent tombe et que les oiseaux se taisent. On parle à voix basse, on scrute l'est où, derrière le voile de brume, on devine les étendards assyriens. Le disque solaire ailé, symbole d'Assur,
est visible malgré le brouillard. Grand, doré, immobile. Les soldats babyloniens fixent ce symbole et sont assaillis par des pensées impies. Le dieu Assur protège l'armée assyrienne. Marduk protège Babylone. Mais la statue de Marduk ne se trouve plus dans les Agilas. Sennachérib l'a emporté à Ninive après la dernière révolte. Techniquement, Marduk est dans l'autre camp. Les prêtres tentent une autre explication. Marduk est captif, et c'est précisément pour cela qu'il faut vaincre, pour libérer le dieu. La théologie est séduisante, mais le soldat qui attend dans le rang, la gorge sèche sous le soleil matinal, raisonne plus simplement. Son Dieu est chez eux. Les efforts des prêtres pour galvaniser les troupes tournent au désespoir. L'un des hauts dignitaires de Babylone parcourt les lignes à pied, sans litière ni apparat. Il psalmodie des prières devant le front des troupes, d'une voix forte et cadencée, en se balançant. Les soldats regardent. Quelques-uns tombent à genoux, mais la plupart restent de marbre, le regard vide. C'est alors que le prêtre commet une erreur. Il affirme avoir vu un présage. Un aigle volant de l'est vers l'ouest. Des lignes assyriennes vers la coalition. C'est un signe de victoire, prétend-il. Marduk envoie sa confirmation. Dans les derniers rangs, une voix s'élève, basse mais distincte. L'aigle volait vers l'ouest parce qu'il fuyait les Assyriens. Il va là où l'armée s'enfuira après le premier choc. Personne ne rit, mais les mots circulent. Le prêtre ne les entend pas, ou feint de les ignorer. Umuban-Undash tient alors son dernier conseil de guerre. Il est expéditif. Les plans ne changeront plus. L'armée reste sur ses positions. Le front est aligné tant bien que mal. Le flanc droit est toujours vulnérable. Mais la cavalerie araméenne est censée compenser cette faiblesse par une manœuvre de couverture. Il scrute le visage de ses commandants. Les officiers élamites sont concentrés, professionnels. Les chefs chaldéens sont furieux, mais prêts au combat. Les représentants araméens, en revanche, arborent cette expression qu'un chef de guerre expérimenté reconnaît d'emblée. Celle d'hommes qui sont encore là physiquement, mais qui cherchent déjà la sortie. Umuban-Undash clôt le conseil par une seule phrase. Les annales ne l'ont pas retenu, mais son acte suivant est éloquent. Il se rend personnellement sur le flanc droit et s'y installe. Le général en chef de toute la coalition choisit le secteur le plus exposé. C'est soit une décision tactique brillante, soit le geste de désespoir d'un homme qui sait que si le flanc droit s'effondre sans lui, rien ne sauvera le centre. C'est sans doute l'un et l'autre. Sur la plaine de Kaloul, l'air est brûlant. Le brouillard commence à se dissiper. À l'est, derrière la brume, on perçoit un grondement sourd et régulier. Le piétinement de dizaines de milliers d'hommes et de chevaux. L'armée assyrienne ne charge pas encore. Elle se contente d'être là. Elle attend. C'est aussi un outil. L'attente, face à un ennemi déployé qui refuse d'engager le combat, pèse plus lourdement sur une armée hétéroclite que n'importe quel assaut. Chaque minute de silence est un tour d'écrou supplémentaire sur les nerfs. Quand? Maintenant? Pas encore. Dans la milice babylonienne, les premiers hommes s'effondrent, terrassés par la chaleur et la déshydratation. On les évacue vers l'arrière. Les rangs se resserrent, mais ils sont déjà moins denses qu'une heure auparavant. Les dieux se taisent. Les prêtres s'époumonnent. Les étendards assyriens restent immobiles à l'horizon. Et le murmure, celui-là même qui est né durant la nuit, poursuit son œuvre
dans les interstices des prières, dans les pauses entre les ordres, dans le silence entre deux battements de cœur. La bataille n'a pas commencé, mais l'armée de la coalition est déjà en train de la perdre, homme après homme. Le silence sur la plaine dure exactement le temps nécessaire. Puis ils se rompt, non par le son d'une trompette, mais par un mouvement, léger, presque imperceptible. Les étendards assyriens ont oscillé. Ils ont progressé d'un pas, puis se sont arrêtés. Ce n'est pas l'attaque, mais le signal qu'elle est imminente. Peut-être dans l'instant. Dans le camp de la coalition, ce mouvement est perçu par tous simultanément. Et chacun a le même réflexe. Déguerpir. La dernière heure avant le combat est un temps suspendu. Elle n'appartient plus à la stratégie, mais aux hommes. À ceux qui, une lance à la main, ne songent plus à la tactique des flancs, mais à des choses concrètes, intimes. À la famille restée de l'autre côté du fleuve, à la dette qu'ils n'ont pas eu le temps de régler, au fait qu'ils n'ont pas salué leurs camarades de gauche ce matin, faute de mots. À cet instant, l'armée de la coalition n'est plus un organisme unique. C'est une agrégation de dizaines de milliers d'individus, chacun emmuré dans sa propre peur. L'infanterie élamite est celle qui tient le mieux. Ce sont des professionnels. Ils ont peur, certes, mais ils savent comment la discipliner. Les chefs de dizaines parcourent les rangs et parlent à voix basse, sans emphase. Ils vérifient l'équipement, ajustent les courroies des boucliers. C'est un rituel éprouvé par des dizaines de campagnes. Quand les mains sont occupées, l'esprit s'égare moins. L'infanterie chaldéenne se tient serrée, trop serrée. Les hommes se collent les uns aux autres, non par ordre, mais par besoin de réassurance. Le corps cherche la chaleur du voisin, même sous la canicule d'août. La cavalerie araméenne est dans l'état le plus critique. Les chevaux sentent la tension des cavaliers et s'agitent. Ils piétinent, s'ébrouent, tirent sur les rênes. Plusieurs bêtes se sont déjà cabrées sans raison apparente. Les cavaliers tentent de les calmer, mais leurs voix sont montées d'un demi-ton. Mouzezib Mardouk se tient devant sa tente qui n'a pas encore été démontée faute de temps. Face à lui, la milice babylonienne. Des citadins, des marchands, des artisans, des prêtres de rang inférieur à qui l'on a mis des armes entre les mains il y a quelques semaines. Il le fixe. Il doit parler. C'est son devoir de roi et d'homme qui les a conduits ici. Mouzezib Mardouk prend la parole. Ces mots ne figurent dans aucune chronique, mais leur teneur se devine par la suite des événements. Il a parlé de Mardouk, du fait que le Dieu veille sur son peuple, que Babylone a survécu 1000 ans et survivra 1000 ans encore. Que les Assyriens tirent leur force du fer, mais pas de la justice, et que la justice finit toujours par triompher. Des mots convenus, des mots justes, des mots que les rois prononcent avant les batailles depuis la nuit des temps. Quelques hommes des premiers rangs poussent des cris de ralliement. Les autres se taisent. Ce silence n'est pas hostile. C'est simplement que ces hommes sont déjà partis ailleurs, là où les discours royaux ne portent plus. À l'autre bout de la plaine, Sennachérib préside un autre rituel. Lui distribue des promesses concrètes, quantifiables. Chaque vétéran ayant fait 3 campagnes ou plus recevra une parcelle de terre dans les provinces conquises. Chaque soldat capturant un prisonnier de haut rang pourra s'approprier ses biens. Le commandant qui percera le front ennemi le premier recevra un bracelet d'or des mains du roi. Ce n'est pas de l'inspiration, c'est un contrat. Clair, intelligible, avantageux. L'armée assyrienne écoute et y croit. Non par amour pour Sennachérib, mais parce qu'elle sait qu'il paie. Il a toujours payé. C'est un fait établi. Les campagnes précédentes ont rapporté du butin réel, des terres réelles, une ascension sociale réelle.
le système fonctionne. Et chaque homme dans le rang le sait. Sur le flanc droit, Umuban-Undash entend derrière lui, dans les rangs babyloniens, les prêtres reprendre leur chant. Fort, rythmé. Il tente d'ériger un rempart sonore contre la peur. Il ne se retourne pas. Il regarde devant lui. Le brouillard s'est presque totalement dissipé. Les positions assyriennes sont désormais nettes. Umuban-Undash observe leur déploiement avec une acuité professionnelle et note ce qu'il avait déjà pressenti 1 heure plus tôt, sans le dire au conseil. L'infanterie légère assyrienne est plus avancée que de coutume. Cela peut signifier 2 choses. Soit Sennachérib prévoit d'entamer l'action par un tir de barrage massif pour désorganiser le front avant l'assaut de l'infanterie lourde, la tactique classique, soit il compte lancer son infanterie légère pour attirer les flancs de la coalition dans une poursuite imprudente, laissant le centre sans protection. Les 2 options sont funestes. La première, parce que sous un déluge de flèches, la cavalerie araméenne finira par rompre prématurément. La seconde, parce que le centre ne dispose d'aucune réserve pour combler les brèches. Umuban-Undash prend sa décision en silence. Si les Assyriens attaquent son secteur avec de l'infanterie légère, il ne lancera pas de poursuite. Qui s'éparpille. Tenir le rang. Ne pas bouger. Il se tourne vers ses officiers et répète l'ordre une dernière fois, fermement. Ne pas bouger avant son signal. Quoi qu'il arrive. Les officiers acquiescent. Umuban-Undash lit sur leur visage ce qu'il a appris à décrypter en 30 ans de métier. Ils obéiront. Tant qu'il sera en vie et à leur côté, ils tiendront. C'est là le détail crucial que les analystes futurs négligeront. Ce n'est ni le nombre, ni la position, ni la tactique qui importe à cet instant, mais cet homme sur le flanc droit, dont le sang-froid empêche des milliers de soldats de céder à la panique. Tant qu'il vit, le flanc droit tient. Sur la plaine de Kaloul, le vent se lève. Un vent du sud, brûlant, chargé de poussière. Il cingle le visage des soldats de la coalition, venant de l'est, des lignes assyriennes. Le sable s'insinue dans les yeux, dans les bouches, entre les plaques des armures. Pour les Assyriens, le vent souffle dans le dos. Les prêtres de Babylone, s'en apercevant, marquent un temps d'arrêt, puis chantent plus fort encore. Les feux du camp brûlent toujours, ceux qu'on a allumés la nuit et qu'on n'a pas eu le temps d'étouffer. Leurs flammes sont presque invisibles sous la lumière crue du matin, mais leur fumée, âcre et rampante, s'étire sur le sol, enveloppant les positions de la coalition et les hommes qui y attendent. L'éclat du fer à l'horizon se fait plus vif. Le soleil est désormais assez haut pour frapper les lames et les pointes de lances assyriennes. Des milliers d'étincelles froides, indifférentes, méthodiques. Les trompettes, enfin. Ce n'est pas un signal unique, mais plusieurs, jaillissant simultanément de divers points de la ligne assyrienne. C'est l'ordre de marche. L'infanterie légère de Sennachérib s'ébranle. Régulièrement, sans hâte, en respectant scrupuleusement les intervalles. La bataille de Kaloul commence. L'infanterie légère marche en tête, toujours. Ce n'est pas un poste d'honneur, c'est du matériau consommable. Sennachérib les lance en avant selon un calcul limpide pour tout stratège. L'infanterie légère doit forcer le contact, essuyer les premières salves de flèches et de javelots. Elle doit contraindre le front ennemi à bouger trop tôt, à s'étirer, à rompre sa cohésion et à découvrir ses flancs. Ensuite, elle se repliera pour laisser passer l'infanterie lourde dans les brèches d'un dispositif déjà désorganisé.
Plusieurs milliers d'hommes traversent la plaine. Ils marchent d'un pas rapide, mais sans courir, pour ménager leur souffle. Quelques centaines de pas les séparent encore de la ligne de la coalition. Cette distance fond à chaque seconde. La coalition réplique par des volées de flèches. Les archers chaldéens sont habiles. Ils tirent à longue distance, selon une trajectoire parabolique, pour que les flèches tombent du ciel et contournent les boucliers. Les premiers coups portent. Plusieurs hommes de l'infanterie légère assyrienne s'effondrent. Sans une hésitation, le rang se resserre sur les morts. Le suivant prend la place du précédent. Le mouvement ne faiblit pas. L'effet sur les observateurs est saisissant. Les hommes tombent, mais la ligne ne s'arrête pas. Comme si la mort individuelle n'avait aucune prise sur l'ensemble, parce qu'elle n'en a aucune. Les archers assyriens ripostent tout en marchant. Ils maîtrisent cette technique, tirer en mouvement, sans rompre le rythme. Leurs arcs composites, faits de cornes et de bois, possèdent une portée et une force de pénétration supérieures aux arcs simples des Chaldéens. Leurs flèches ont une trajectoire tendue. Elles ne tombent pas du ciel, elles frappent de face. Elles visent les jambes nues, les visages dépassant des boucliers, les mains qui bandent les arcs. Les premières pertes au sein de la coalition, c'est précisément ainsi que cela commence. Non pas des morts instantanées, mais des blessés. Un homme qui reçoit une flèche dans la cuisse ne meurt pas sur le coup. Il hurle, il s'effondre. Son voisin baisse les yeux, une seconde, juste une seconde, et dans cet instant, il perd de vue son propre secteur. Multipliez cela par des milliers d'hommes simultanément, le front de la coalition commence à mener sa propre existence, bien loin de celle qu'avait planifiée Umban-Undas. Le centre s'ébranle. L'infanterie chaldéenne ne tolère plus de rester passive sous les tirs et commence à marcher vers l'ennemi sans en avoir reçu l'ordre. Des unités isolées d'abord, puis de plus en plus nombreuses. Le centre avance, tandis que les flancs demeurent immobiles. Umban-Undas observe la scène depuis l'aile droite. Il dépêche un messager au centre avec l'ordre de stopper. Le messager s'élance au galop. L'ordre arrive, mais trop tard. Le centre est déjà en mouvement, et contenir des hommes lancés à la charge dans un cri de guerre est plus ardu que de stopper des fuyards. Pendant ce temps, un premier événement critique se produit sur le flanc droit. L'infanterie légère assyrienne, arrivée à portée de javelot, opère un brusque changement de direction. Une partie, celle qui marchait droit sur le centre, poursuit sa progression. Mais une colonne distincte fait volte-face et se dirige en biais vers le flanc droit, là où se trouve la cavalerie araméenne, là où se trouve Umban-Undas. C'est une provocation délibérée, un calcul froid. La cavalerie araméenne voit l'infanterie converger vers elle de flanc et réagit par pur instinct cavalier. Quelques cavaliers s'élancent, suivis par d'autres. Le commandant hurle de tenir la ligne, mais sa voix est couverte par le vacarme grandissant. Les chevaux sentent l'agitation ambiante et s'emballent d'eux-mêmes. Un cavalier sur une monture excitée n'est plus maître de la situation. Umban-Undas hurle un ordre, personnellement, sans messager. Une partie des Araméens s'arrête. L'autre s'est déjà jeté en avant, à la poursuite de l'infanterie légère assyrienne qui, sa mission accomplie, amorce immédiatement une retraite. Elle les appâte. Les Araméens la suivent au plus profond de la plaine. Le flanc droit de la coalition vient de perdre sa cavalerie. C'est un revers, mais pas encore une catastrophe. Pas encore. La catastrophe survient de l'autre côté, au moment où personne ne l'attend. Au centre, l'affrontement a déjà eu lieu. L'infanterie chaldéenne s'est ruée sur l'infanterie légère assyrienne et la bouscule. Cela ressemble à un succès. Ce n'en est pas un. L'infanterie légère assyrienne bat en retraite de manière ordonnée,
exactement comme prescrit. Elle entraîne les Chaldéens loin de leur position initiale. Le centre de la coalition s'étire vers l'avant telle une langue, et sa base, la liaison avec les flancs, s'étiole. L'infanterie lourde assyrienne n'a pas encore bougé. Elle reste de marbre. Elle attend. Et à cet instant, une flèche. Une seule flèche, parmi les milliers qui saturent le ciel de la plaine. D'où vient-elle exactement? Nul ne le sait. Un archer assyrien, un chaldéen, un ricochet fortuit, les chroniques ne s'embarrassent pas de ce détail. Les annales de Sennachérib décrivent le résultat, mais pas la cause. Umban-Undash s'effondre. Pas immédiatement. D'abord, il reste debout, agrippé à la hampe de la flèche qui dépasse sous sa cuirasse. Ses officiers le soutiennent. Il prononce quelques mots, trop faibles pour être entendus au-delà du premier rang. Puis il s'affaisse sur le sol. La mort du commandant sur le champ de bataille n'est pas seulement la perte d'un homme. C'est la rupture du système nerveux central de l'armée. Les ordres qui transitaient par lui ne mènent plus nulle part. Les officiers s'entre-regardent. Qui commande désormais le flanc droit? Qui a l'autorité sur les unités élamites? Qui peut parler au nom de toute la coalition? L'instant de stupeur dure moins d'une minute. En ressenti, il semble durer une éternité. Pendant cette pause, la cavalerie araméenne, lancée à la poursuite de l'infanterie légère assyrienne, se heurte soudainement au piège qui lui était tendu. Derrière la ligne d'infanterie en retraite, derrière une petite crête poussiéreuse, invisible depuis les positions de la coalition, se tiennent les chars de combat lourds assyriens. Plusieurs centaines de chars, alignés. Ils n'ont pas bougé. Ils attendaient. Les Araméens les découvrent à 100 pas. Faire demi-tour et fuir, ils n'en ont pas le temps. Le front de la cavalerie araméenne se disloque en plein élan. Une partie oblique à gauche vers la rivière, une autre à droite vers la steppe. Le reste fait volte-face et galope vers ses positions. Ce n'est pas une retraite organisée, c'est la panique. Les chars assyriens lancent la poursuite. Sur le flanc droit de la coalition, il n'y a plus de cavalerie, plus de commandant. Il reste l'infanterie élamite, qui tient bon. Car les professionnels tiennent tant qu'il est physiquement possible de tenir. Et il y a ce fracas croissant venant de la gauche, du centre, où les Chaldéens ont enfin compris que l'infanterie légère assyrienne les avait attirés trop loin. L'infanterie lourde assyrienne reçoit le signal. Les trompettes sonnent. Un autre son, non pas une avancée, mais une attaque. Des dizaines de milliers d'hommes bardés de fer s'ébranlent. Ils ne courent pas, ils marchent, d'un pas régulier, lourd, inexorable. Le sol tremble sous leur martèlement. On l'entend sur les positions de la coalition avant même de le voir. Le centre chaldéen, étiré et coupé de ses flancs, regarde en arrière et s'aperçoit que les ailes ne sont plus là. La cavalerie araméenne a disparu. Le flanc droit est muet. Derrière eux, les chars assyriens refoulent les Araméens désorganisés vers le centre, semant le chaos dans leurs propres rangs. Le centre de la coalition s'immobilise. À cet instant, entre l'arrêt et la décision de fuir ou de tenir, s'écoulent quelques secondes. Pendant ce laps de temps, l'infanterie lourde assyrienne franchit les 100 derniers pas avant le contact. Et la plaine de Halul s'embrase. Le choc n'est pas sonore, il est physique. Il frappe la poitrine, il frappe le bouclier, il frappe la terre sous les pieds, qui tressaille lorsque des milliers d'hommes se jettent sur des milliers d'autres à la vitesse d'une marche cadencée. Ceux qui se trouvaient dans les rangs arrière de l'infanterie chaldéenne, sans rien voir de l'action, ont ressenti ce choc dans leur chair. Une onde a traversé le front vers l'arrière.
compressant les hommes plus violemment qu'ils ne l'étaient l'instant d'avant. Dans les premières minutes, tout n'est que confusion, de la poussière, des cris, le fracas du métal contre le métal contre la chair. L'infanterie lourde assyrienne opère selon une méthode éprouvée. Premier rang, bouclier en avant, épée courte pour le corps à corps. Pas de grands moulinets, mais des coups d'estoc. Dans les interstices entre les boucliers adverses, sous l'aisselle, dans la gorge, juste au-dessus de la cuirasse. Un coup bref, on retire la main, on frappe à nouveau. Le deuxième rang pousse le premier, ajoutant sa masse. Le troisième pousse le deuxième. Ce n'est pas un duel individuel. C'est une mécanique de pression collective, où chaque homme est un rouage, non un héros. L'infanterie chaldéenne résiste. Quelques minutes durant, elle tient bon. Ils n'ont pas peur. Ils ont déjà connu le feu. Certains sont des vétérans des guerres tribales, habitués à tenir et à mourir. Mais ils n'ont jamais affronté cela. Un front qui ne s'arrête jamais, qui ne cherche pas le combat singulier, qui se contente de pousser uniformément, méthodiquement, sans fureur et sans répit. Les premiers fuyards apparaissent sur l'aile gauche du centre chaldéen. 2 hommes, puis 5. Ils ne fuient pas dans un mouvement de panique, ils se retirent, silencieusement, par le côté, tant que le commandant ne regarde pas. Le front se referme derrière eux par réflexe. Mais les suivants n'attendent plus que les rangs se resserrent. Sur le flanc droit, l'infanterie élamite occupe toujours sa position. Privée de chef, privée de cavalerie, sous une pression frontale croissante, elle tient. C'est le professionnalisme dans ce qu'il a de plus pur. Les officiers subalternes prennent des décisions autonomes. Le front se contracte. On évacue les morts, on traîne les blessés vers l'arrière. Les vivants se serrent les uns contre les autres. Lentement, pas à pas. L'aile droite amorce un repli. Non pas une déroute, mais une retraite organisée vers la rivière pour couvrir son flanc exposé. C'est la décision juste, la seule possible. Mais elle ouvre une brèche entre le flanc droit et le centre. Les commandants assyriens repèrent immédiatement cette faille. Un messager galope vers la colonne de réserve de l'infanterie lourde, stationnée derrière le front principal. L'ordre est laconique. La colonne s'ébranle, non pas de front, mais en biais, s'engouffrant dans l'ouverture, comme une lance s'enfonçant dans une jointure. Lorsque cette force pénètre dans l'intervalle, la géométrie du combat bascule définitivement. Le centre chaldéen est désormais assailli de front et sur sa droite simultanément. Le flanc droit élamite est pris de front et sur sa gauche, tandis que les chars assyriens, après avoir dispersé les Araméens, reviennent le presser depuis la steppe ouverte. L'étau ne s'est pas encore refermé, mais il se resserre inexorablement. Au cœur de cet espace qui s'amenuise se trouve la milice babylonienne. Des citadins placés au milieu, car le centre semblait plus sûr que les ailes. Ils ont d'abord observé le combat de loin, puis la distance s'est évaporée. Les fuyards chaldéens de l'aile gauche se sont jetés dans leurs rangs, les refoulant. Puis, sur l'aile droite, sont apparus les soldats élamites en retraite, dont le mouvement de recul s'est transmis à la milice comme une impulsion physique. Un prêtre entonnant des prières se tient au premier rang de la milice. Il chante encore. Sa voix porte, car un étrange vide s'est formé autour de lui durant 1 seconde. Les hommes se sont écartés, non pas de lui, mais de ce qui surgit de l'arrière et des flancs. Puis le vide est comblé. Tout se comprime en une mêlée confuse. Moussezib Mardouk se tient alors derrière le front principal, là où la place d'un roi est requise durant la bataille.
pas au premier rang, mais assez près pour voir. Il voit le centre se désagréger. Il voit les fuyards quitter l'aile droite pour gagner la rivière, non plus en bon ordre, mais en pleine panique. Il voit les chars assyriens déferler par le flanc ouvert. Il dépêche un messager aux officiers élamites avec l'ordre de contre-attaquer sur le flanc droit. Le messager parvient à destination. Les officiers prennent connaissance de l'ordre. L'un d'eux répond par le même messager, en 3 mots, que celui-ci retiendra mot pour mot, et que les chroniqueurs assyriens consigneront plus tard comme le témoignage de l'effondrement de la coalition. Nous sommes trop peu nombreux. Le flanc droit poursuit sa retraite méthodique vers la rivière. C'est le mieux qu'il puisse faire. Ce n'est pas suffisant. Au centre, se produit ce qui arrive à toute masse humaine piégée sous une pression multidimensionnelle. Elle cesse d'être une armée. Elle devient une foule. Et une foule ne combat pas. Elle se déplace là où la pression est la moindre. La pression est moindre vers la rivière. Les hommes convergent vers le Tigre. En ce mois d'août, le Tigre est bas près des berges. Mais les hauts fonds s'interrompent brusquement. Les premiers arrivés atteignent le bord et entrent dans l'eau. Les derniers poussent les premiers. Ces derniers s'enfoncent plus profondément qu'ils ne l'auraient voulu. Leurs pesantes armures de bronze les entraînent vers le fond. Les archers assyriens occupent la rive en amont, là où l'on peut tirer dans l'axe du fleuve, et commencent leur besogne méthodique. Sur les hommes dans l'eau, sur ceux qui tentent de gagner l'autre rive, sur ceux qui se débattent entre le courant et les flèches. Dans la plaine, derrière les fuyards, l'infanterie lourde assyrienne achève ceux qui sont restés. Non plus au combat, mais dans une traque. Les blessés, les tombés, ceux qui ont perdu leur bouclier ou leur sens de l'orientation. Les soldats assyriens opèrent par paires. L'un maintient, l'autre frappe, sans hâte. Le champ de bataille leur appartient désormais. Ils ont tout leur temps. Les étendards de guerre de la coalition tombent l'un après l'autre. Ce n'est pas qu'une question de symbole. Un étendard est un point de ralliement pour une troupe dispersée. Tant qu'il est debout, les soldats peuvent retrouver les leurs. Lorsqu'il tombe, l'unité cesse d'exister. Les hommes deviennent des isolés. Et un homme seul sur ce champ de bataille ne survit que quelques minutes. Les Assyriens capturent les chefs, ceux qu'ils parviennent à prendre vivants. Non par clémence, un captif de noble lignée a plus de valeur qu'un cadavre. On peut l'exhiber lors d'un triomphe à Ninive. On peut s'en servir pour négocier. On peut l'exécuter publiquement, avec tout le cérémonial requis, pour l'édification des autres. Le butin est amassé avec méthode. Cela aussi fait partie du système militaire assyrien. Armes, parures, chars de guerre épargnés, chevaux vifs. Les soldats le savent. Le pillage sans l'aval du commandant est puni. Les trophées sont centralisés, puis redistribués selon le rang et les mérites. C'est exactement ce qu'avait promis Sennachérib la veille. Le système fonctionne. Aux alentours de midi, les eaux du Tigre virent au rouge. Ce n'est pas une hyperbole de chroniqueur, c'est une réalité physique. Des milliers de corps dans l'eau et sur les berges, le courant, la chaleur d'août. Les annales assyriennes consignent cette image avec satisfaction. Elle figurera dans le rapport officiel comme preuve de l'ampleur de la victoire. Moussezib Marduk s'enfuit. Sa garde l'exfiltre du champ de bataille avant que les chars assyriens ne verrouillent la dernière issue. Il fait route vers le sud, vers Babylone. Il est en vie. Son armée n'existe plus. Le roi élamite Umban-Nimenu n'a jamais paru en personne sur le champ de bataille. Son général est mort,
Son armée est défaite. Son char fait demi-tour vers l'est, vers les montagnes du Zagros, vers la frontière élamite. Les alliés sont abandonnés à leur sort. Le contrat est honoré. L'or babylonien a été encaissé. Ce qui suivra n'est plus son affaire. Dans la plaine de Halul, vers midi, l'armée assyrienne domine les vestiges de la coalition. La poussière retombe lentement. Le soleil est au zénith, impitoyable, indifférent. Sous ses rayons, gisent des milliers d'hommes venus d'Élam, des quartiers de Babylone, des steppes araméennes, des villages chaldéens. Chacun d'eux pensait se battre pour une cause capitale. La plaine l'ignore et se contente d'emmagasiner la chaleur du soleil, comme elle l'a fait hier, comme elle le fera demain. Le vainqueur se tient sur le champ de bataille parmi les morts. Sennachérib contemple la plaine de Halul, et il y voit ce qu'il voit toujours après une bataille. Non la gloire, mais le labeur. Un labeur inachevé. Les annales consignent ces paroles sur la bataille avec la précision qu'autorise la rhétorique d'État. Je leur ai infligé une défaite écrasante. J'ai transpercé leur corps de flèches comme on fauche l'herbe. C'est la formule standard du triomphe assyrien. Elle est écrite pour la postérité, pour les murs des temples, pour l'effroi des futurs rebelles. Pas pour le conseiller militaire qui a besoin d'une image réelle. L'image réelle est tout autre. L'armée assyrienne a vaincu. C'est un fait. La coalition est brisée, dispersée, en partie noyée dans le Tigre. Le général élamite est mort. Le roi babylonien est en fuite. Les étendards sont capturés. Selon tous les critères formels, la victoire est totale. Pourtant, Sennachérib ne marche pas sur Babylone. C'est là que réside l'anomalie majeure de la bataille de Halul. Celle dont les annales assyriennes ne parlent pas directement, mais qui transparaît dans la chronologie. Entre la bataille et la campagne suivante contre Babylone, 2 années s'écoulent. 2 années pleines. Le roi, qui vient de défaire la plus vaste coalition de l'histoire de la région, s'arrête. Il fait demi-tour. Il rentre à Ninive. Pourquoi? Les annales ne l'expliquent pas. Les dieux ont ordonné le retour, dit la formule consacrée. Derrière elle se cache une réalité militaire concrète, reconstituable à partir de sources indirectes. Les pertes de l'armée assyrienne à Halul sont considérables. La coalition a mal combattu, mais elle s'est battue avec acharnement. L'infanterie lourde élamite a tenu longtemps. Les archers chaldéens ont criblé les rangs assyriens jusqu'à leur dernier souffle. Au centre, l'affrontement fut dense et sanglant pour les 2 camps. L'infanterie légère, sacrifiée par Sennachérib comme matériel consommable, a rempli sa mission, mais au prix fort. Le nombre exact de pertes assyriennes reste sous silence. Les vainqueurs ne font pas l'étalage public de leurs morts. Mais le fait demeure, l'armée revenue de Halul n'est plus en état d'assiéger Babylone. Le siège d'une métropole fortifiée exige des réserves, un approvisionnement constant, des travaux de génie s'étalant sur des mois. Une armée épuisée ne peut l'assurer. Sennachérib le sait. Il regagne Ninive pour reconstituer ses forces, réorganiser ses rangs et préparer la campagne suivante. À Babylone, la nouvelle est reçue tel un miracle. Moussezib-Marduk a regagné la cité avant même que l'ampleur du désastre ne soit connue. Les premiers jours sont à l'euphorie. Les Assyriens ne viennent pas. Ils ont donc battu en retraite. C'est donc une victoire. Les prêtres de l'Esagila annoncent des cérémonies d'action de grâce. Les citadins envahissent les rues. Certains affirment que Marduk a protégé sa ville. D'autres, que la coalition a tenu bon. Rien de tout cela n'est vrai. Mais la vérité est inconfortable.
et personne ne la formule à voix haute. La vérité est la suivante. Babylone n'a pas gagné à Alul. Babylone a obtenu un répit. 2 ans. C'est précisément le temps qu'il faudra à Sennachérib pour préparer son armée à ce qu'il infligera à la ville en 689 avant notre ère. Ce qui suivra sera sans commune mesure avec ce qui a précédé. Sennachérib entrera dans Babylone et la détruira avec méthode, comme on résout un problème d'ingénierie. Palais, temples, murailles. Il ordonnera de détourner les eaux de l'Euphrate vers les quartiers de la ville pour noyer ce qui n'aura pas brûlé. La statue de Marduk, déjà emportée à Ninive, ne reviendra pas. Babylone, en tant que centre politique et culturel, cessera d'exister pour plusieurs décennies. 2 années d'euphorie payées par une destruction totale. Moussezib Marduk ne survivra pas longtemps. Les sources assyriennes mentionnent sa capture. Il sera emmené à Ninive. Son sort ultérieur est inconnu. Les chroniques n'ont pas jugé utile de le consigner. Umba Nimenu retournera en Élam et vivra encore quelques années. L'or de l'Essagila restera dans le trésor élamite. C'est à ce prix qu'a été achetée la participation de l'armée élamite à une bataille que l'Élam a perdue, en y laissant son meilleur général. La transaction commerciale s'est avérée déficitaire pour tous, sauf pour un. Les tribus ayant rejoint la coalition par crainte des collecteurs d'impôts assyriens retourneront à leur pâturage et à leurs champs. Une partie d'entre elles, celle que Sennachérib identifiera comme participant actif à la révolte, subira des expéditions punitives. Les autres paieront un tribut, majoré, pour avoir participé à une guerre qu'elles ont perdue. La plaine de Alul retrouvera promptement son silence. En quelques semaines, il ne restera du combat que des ossements non enterrés et des taches sombres sur la terre près du fleuve. Au bout d'1 an, seuls les os subsisteront. Au bout de 10 ans, plus rien ne sera visible. Sennachérib fait graver la bataille de Alul dans les annales officielles comme une victoire absolue et sans équivoque. Le texte est gravé sur les dalles de pierre du palais de Ninive. Il décrit les cadavres ennemis jonchant la plaine, le sang coulant dans le Tigre, les captifs et le butin. Tout cela est vrai, mais les annales omettent de dire que l'armée a fait demi-tour sans atteindre Babylone. Elles omettent les 2 ans de répit. Elles omettent les pertes. La victoire de l'État et la réalité militaire sont 2 documents distincts. C'est là l'essence même de la victoire à la Pyrrhus, dans sa forme la plus archaïque. Bien avant que le roi d'Épire ne lui donne son nom, sa nature était identique. Remporter une bataille à un prix tel que la victoire perd toute signification stratégique. La coalition est anéantie, mais Babylone n'est pas prise. Sennachérib est rentré chez lui avec des trophées, mais sans une armée capable d'exploiter immédiatement son succès. 2 ans furent nécessaires pour restaurer ce qui avait été sacrifié à Alul. L'histoire ne marque pas de pause pendant que les politiciens et les prêtres expliquent au peuple pourquoi une défaite est en réalité une victoire. Elle poursuit simplement sa route. Et 2 ans plus tard, Sennachérib revient devant Babylone. Reposé, son armée reconstituée, dotée de nouvelles machines de siège. La ville, qui célébrait son salut, n'a pas eu le temps de forger de nouvelles alliances. Elle n'a pas eu le temps de lever de nouveaux fonds. Elle n'a pas eu le temps de créer une armée capable de défendre ses murs sans les mercenaires élamites. L'or de l'Essagila s'est tari à Alul. Il n'y a plus d'autre source. Babylone, qui s'est acheté 2 ans de vie au prix des vases sacrés de Marduk, découvre que 2 ans
ne sont que ce qu'ils sont. Non pas un salut, non pas une victoire. Une créance à paiement différé, qu'il faudra honorer quoi qu'il arrive, avec les intérêts. La plaine bordant le Tigre n'a cure de ceux qui y sont tombés. Elle ne se souvient pas de Umban Undas, qui tint l'aile droite jusqu'au bout. Elle ne se souvient pas des archers chaldéens, décochant leurs traits sous la mitraille assyrienne. Elle ne se souvient pas des miliciens babyloniens, venus mourir pour leur Dieu, avec des armes qu'ils ne savaient pas manier. Elle ne retient qu'une chose. Une force organisée survit à toute alliance cimentée par la peur et l'or. Toujours. Sans exception. Non parce que la justice est dans son camp. La force ne connaît pas de camp. Simplement parce que la discipline, la logistique et l'unité de commandement ne sont pas des vertus abstraites. Ce sont les causes concrètes de résultats concrets. Babylone ne savait. Elle a pourtant choisi des épées achetées plutôt que sa propre volonté. Regardez cette plaine couverte de corps. Donneriez-vous l'or des dieux à un roi étranger pour marchander 2 années de vie, sachant qu'au terme de ces 2 ans, les mêmes hommes reviendront avec la même armée, plus enragés encore? Ou préféreriez-vous répondre au premier coup par votre propre fer et non celui d'autrui? L'histoire ne fournit pas la bonne réponse. Elle se contente de noter celle que Babylone a donnée et ce qui lui en a coûté.